Mon premier souvenir avec la pornographie, il remonte, je pense, à l'école primaire. Je me souviens avoir été sur l'ordinateur du salon et je pense que je voulais aller jouer à des jeux sur mon ordinateur. Et en fait, en cliquant sur la barre de recherche, je vois des suggestions assez particulières. Il y avait marqué, je crois, brésilienne chaude, un truc du style. Et à partir de ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé, je ne m'en souviens plus. Mais je sais que c'est mon premier souvenir et que ça m'a marqué. Et donc que ça a, pour moi, été le début de la découverte des contenus pour adultes. Ces dernières années, en France, des rapports, des études, des plaintes en justice se sont multipliées pour dénoncer les méfaits de la pornographie, non seulement sur les consommateurs, mais aussi sur la société dans son ensemble. La France est le 3e pays consommateur de pornographie, avec, selon l'Arcom, 19,3 millions d'internautes se rendant au moins une fois par mois sur un site pour adultes. Pour rendre compte de cette réalité omniprésente et pourtant taboue, l'association We Are Lovers a donné la parole à des hommes et des femmes pour qui consommer de la pornographie est devenu un enfer, mais aussi à des experts confrontés quotidiennement aux dégâts causés par ce que l'OMS appelle pudiquement l'usage problématique de pornographie. Je m'appelle Luc, j'ai 25 ans et mon histoire avec la pornographie a commencé à 14 ans. À un moment où j'étais loin de mon cadre familial et amical, puisque j'étais dans un autre pays européen pour plusieurs mois. Donc chez mon correspondant, on me prête un ordinateur qui était celui de son grand frère, et alors que je l'utilisais pour jouer avec mes amis, je me rends compte qu'il y a un onglet qui était resté ouvert. Et donc c'est comme ça que je vois pour la première fois des images pornographiques, des images brutales, de manière frontale, de rapports sexuels, de sexe adulte aussi. J'ai senti que j'étais en contact avec quelque chose que je n'avais pas voulu voir, qui me marquait très très profondément. Donc ma première réaction, ça avait été de fermer l'ordinateur. Et après plusieurs jours, peut-être semaines, je sais que j'y suis retourné, par curiosité. Alors la première exposition, elle s'est faite en différentes étapes. Quand j'étais en CM1, j'ai vu des garçons parler en fait d'une vidéo pornographique. Et ils étaient venus en groupe, ensemble. Ils parlaient d'une vidéo qu'ils avaient regardée. Ils faisaient des gestes, en fait, pour imiter un acte sexuel. Et du coup, moi, comme je ne savais pas encore ce que c'était, ça a titillé ma curiosité. C'était comme si ils avaient découvert quelque chose que, forcément, nous, on n'avait pas découvert et qui faisait une différence entre nous et eux. Cette manière d'en parler, en fait, m'a donné envie de aussi grandir en connaissance, même si je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et ensuite, le deuxième contact qui est assez important est le fait qu'en fait, j'ai vu mon père regarder une vidéo sur YouTube de femmes en fait, qui étaient dénudées. C'était pas forcément une vidéo pornographique. C'était une vidéo en fait, qui m'avait fait penser à des vidéos pornographiques finalement. La première fois que je suis tombé sur des images, c'était involontaire. Alors je me souviens plus exactement pourquoi, mais il y avait cette photo qui était, on s'en souvient très bien d'ailleurs, ça marque vraiment l'esprit. Cette photo qui était sur l'ordinateur, moi j'avais rien demandé à personne. À la base j'étais là, je sais plus pourquoi, je voulais faire un jeu ou je ne sais quoi. Et hop, ça nous tombe dessus, ça nous marque, ça nous fait tout de suite des émotions extrêmement fortes, de la surprise, de l'excitation, etc. Dès ce moment-là, après, j'ai continué à aller rechercher ça, ces sensations et ces moments aussi seuls. Je me cachais pour aller voir de la pornographie sur l'ordinateur. Mes parents pensaient avoir fait ce qu'il fallait pour nous en protéger, mes frères et sœurs et moi-même. Simplement, les contrôles parentaux n'étaient pas assez efficaces. Je pense qu'ils ne s'en sont pas rendus compte non plus parce qu'ils n'avaient pas conscience de l'ampleur du problème, de ce que la galaxie pornographique représente sur Internet. La galaxie pornographique, un monde tentaculaire savamment orchestré qui brasse des milliards de dollars tous les ans. Dans le monde, une recherche Google sur 5 concerne de la pornographie. Environ 1 million de personnes regardent du porno chaque minute. Et le top 3 des sites porno combine 4,7 milliards de recherches par mois. Côté consommateur, en France, le rapport de l'Arcom, la fréquentation des sites adultes par les mineurs, recense plus d'un tiers des internautes consommant du porno chaque mois, parmi lesquels 2,3 millions sont des mineurs.
Le nombre de mineurs qui visitent des sites adultes chaque mois a d'ailleurs augmenté de 36% de 2017 à 2022. L'Arcom constate encore que chez les 12-13 ans, 51% des garçons se rendent sur des sites adultes au moins une fois par mois, contre 31% chez les filles. Côté contenu, un rapport de Sénatrice, Porno, l'enfer du décor, montre que 90% des scènes pornographiques contiennent de la violence verbale ou physique. La tendance, c'est la hardification du contenu et la banalisation de la violence. Ajoutons que depuis quelques années, le consommateur de pornographie sort de la passivité pour devenir actif. Sur certains sites, il peut payer pour interagir avec l'actrice ou l'acteur et lui demander telle prestation sexuelle, en live. Et la pornographie se répand à présent, au-delà des sites spécialisés, vers de nouveaux canaux de diffusion. On en retrouve sur les réseaux sociaux ou encore les outils de messagerie. À l'époque, du coup, je suis au collège. Au collège, ça se passe pas forcément très bien. J'ai pas énormément de copains à voir, etc. Et donc, en fait, j'ai pas mal de temps libre seul chez moi. Et donc, je vais profiter de ce temps libre. En fait, dès que je peux, j'y retourne. Et ça peut être, oui, c'est ça, 2 heures dans l'après-midi où je suis tranquille, comme 5 minutes parce qu'après, il faut que j'aille à mon cours d'athlétisme. Mais en fait, ces 5 minutes, à chaque fois, ça déborde. Et puis, en fait, j'arrive finalement quasiment tout le temps en retard à mes entraînements d'athlétisme, mes cours de musique, etc. Ça s'installe vraiment très, très rapidement comme une routine, tous les jours, plusieurs fois par jour, et quasiment toutes les semaines. Je ne sais pas réellement comment ça s'est installé, mais il y a un stade où j'ai réalisé que c'était installé. Et en grandissant, en arrivant au collège, c'était plus par accident. J'allais moi-même à la recherche de ce contenu sur des chaînes télévisées ou sur Internet, jusqu'à avoir une habitude, c'est-à-dire quand je me retrouve seule, aller consommer ce genre de contenu. Au début, c'était peut-être une fois dans le mois, mais en grandissant dans mon adolescence, c'est devenu régulier, donc peut-être hebdomadaire. L'arrivée du smartphone, c'est vraiment ce qui a transformé la consommation de pornographie en quelque chose d'extrêmement routinier. C'est-à-dire qu'avant, je devais chercher les bonnes occasions. Avec le smartphone, je pouvais en regarder 1 quart d'heure, 1 heure, parfois 2 heures, tous les jours. Et j'en regardais tous les soirs avant de me coucher, par exemple. C'était devenu un sas un peu de décompression, de relaxation. C'était le plaisir de fin de journée, d'une certaine manière. Et ça m'aidait aussi à m'endormir. Et là où on peut commencer à parler des premiers signes de dépendance, c'est que je n'arrivais plus à m'endormir si je n'avais pas accès à du porno, par exemple. C'est devenu une habitude parce que, en fait, quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de problèmes d'estime de soi. Et mon père, qui était une personne très importante dans la famille, me faisait ressentir un certain mal-être avec ma personnalité. Et finalement, je me suis dit que comme mon père ne m'aimait pas, eh bien peut-être qu'il faudrait que ce soit un autre homme qui m'aime. Ça m'a poussée en fait à me dire que peut-être que j'aurais un sentiment d'être aimée en regardant des vidéos pornographiques. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à en regarder 1 fois dans la semaine. Et à 9 ans, je pourrais clairement dire que oui, j'en regardais tous les jours. Entre 10 et 12 ans, donc c'était mes premières années au collège. C'était les premières années où je me suis dit que j'allais faire une pause. J'avais envie d'arrêter tout simplement. J'avais envie d'arrêter et pendant peut-être 1 semaine, j'ai réussi à ne pas regarder de vidéos. Et la semaine d'après, j'ai reçu comme une pulsion très forte en fait de m'y remettre. Mon esprit, je dirais, me disait non, sauf que mon corps me disait oui. Donc c'est en fait ce désaccord en fait en moi qui m'a fait prendre conscience que je n'arrivais pas à arrêter. Donc c'est vraiment dans mes premières années, entre la 6e et la 5e, où je me suis rendu compte que j'étais addict. Je ne mettais pas du tout le mot de dépendance sur ces symptômes-là. Il m'a fallu plus de 10 ans pour le savoir. Et j'étais très très loin de me rendre compte du problème que représentait le porno dans ma vie. Les parcours de ceux qui sont devenus dépendants à la pornographie ont bien souvent des points communs. Celui qui en a vu dans son enfance reste marqué par les premières images visionnées, celles d'une sexualité violente et trash, difficile à intégrer. Il peut ensuite chercher à comprendre ce qu'il a ressenti face à ces images en regardant à nouveau. Au fil du temps, le jeune va apprendre à associer le visionnage de pornographie
à la masturbation et s'habitue à répondre à son désir sexuel avec de la pornographie, voire à l'utiliser pour calmer les états émotionnels qui le traversent. Le cerveau de ce jeune est comme piraté. Les images pornographiques envahissent sa mémoire et son imaginaire, activant fortement son corps et sa pulsion sexuelle, le faisant glisser d'un usage récréatif à un usage problématique, avec un risque d'addiction. C'est ce processus qu'a étudié Maria Hernandez Mora, psychologue clinicienne responsable de l'unité des addictions sexuelles de l'hôpital Simone Veil et cofondatrice de l'association Déclic. Elle a présenté la première thèse française sur le thème de l'addiction à la pornographie. L'addiction est un trouble de l'usage. Donc avant tout, c'est un trouble mental où la personne vit la perte de contrôle dans l'usage, c'est-à-dire qu'elle va plus avoir le contrôle sur sa fréquence, la quantité d'usage, elle va avoir besoin de consommer malgré les conséquences négatives que son usage va provoquer dans sa vie. Elle va avoir besoin d'augmenter en dose, ce qu'on appelle le phénomène de tolérance, pour pouvoir atteindre l'effet recherché, c'est-à-dire que les doses consommées de départ ne vont pas suffire pour pouvoir s'exciter et accéder à l'orgasme, donc elle va avoir besoin d'avoir une escalade dans la consommation de contenu, et elle va utiliser la pornographie, dans ce cas, pour réguler l'humeur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour décrire une addiction, c'est que l'usage sert à la personne pour calmer des états émotionnels désagréables. La consommation fréquente de pornographie comporte donc un risque majeur, celui de l'utiliser pour réguler son humeur, c'est-à-dire donner une réponse sexuelle à un besoin émotionnel. Je me rendais compte que je prenais du plaisir à des choses qui me dégoûtaient. Et donc on est complètement perdu face à ce genre de choses. Il est minuit, ça fait déjà 1 heure qu'on regarde des films, on vient d'en finir un, bon, on est un peu, on sent qu'on est fatigué, qu'on est un peu dégoûté, etc. On va se dire, bon allez, je vais me coucher, hop, on ferme l'ordi, on le pose à côté. Et puis là, 2 minutes après, une folle envie d'y retourner. Et ça m'est vraiment arrivé et j'en pleurais après parce que la raison dit non, non, non. Mais toi, tu vas prendre l'ordi, tu vas l'ouvrir et t'es là, mais non, je veux pas. Et pourtant, tu y vas, tu y retournes, etc. Et il y avait une sorte quand même de perte de contrôle à des moments. Ça pouvait presque s'apparenter à, je dirais pas des fringales, mais mon cerveau s'éteignait. J'allais faire ce que j'avais à faire et après, je reprenais un peu conscience de ce que je faisais. C'était vraiment entrer dans une parenthèse de la vie courante que je refermais complètement. Après l'avoir quittée, et je voulais pas la voir, cette partie-là. Je ne voulais pas qu'elle fasse partie de ma vie. J'ai eu un gros déclic parce que je me disais, je vais jamais y arriver, je serai toute ma vie addict. Je pensais garder ce secret jusqu'à ma mort. Vraiment, je me disais, c'est trop la honte, en plus je suis une fille. Mon image allait en prendre un gros coup. Et finalement, c'est une amie, c'est elle en fait qui m'en a parlé. Donc elle m'a raconté son histoire et finalement son histoire elle était hyper similaire à la mienne. Je me suis dit j'aurais pas d'autre occasion de vider ce que j'ai sur le cœur. Et en fait j'ai compris que j'en avais beaucoup sur le cœur, que ça m'avait que en fait ça me pesait. Et donc à partir de là je lui ai aussi raconté en fait ce que j'avais vécu et ça m'a fait un grand bien. Je pouvais pas avoir 2 facettes en fait comme ça. Je pensais être prête pour avoir ces deux visages rassemblés finalement, ces 2 vies en une. Je me suis retrouvé avec des jeunes qui avaient à peu près mon âge à parler en fait de cette addiction à la pornographie. Et plusieurs dans ces jeunes après sont venus me voir pour me dire qu'eux aussi étaient en galère, qu'ils n'arrivaient pas à gérer leur consommation, qu'ils n'arrivaient pas à reprendre le contrôle, à arrêter. Ça m'a vraiment aidé dans le combat à me dire, bah voilà, t'es pas tout seul, il y en a d'autres et il faut absolument que tu t'en sortes et que tu te bats à leur côté en fait maintenant. Et donc ça redonne plus de courage et de vigueur en fait dans ce combat quotidien. L'histoire de Magali, celle de Luc, d'Anne-Claire ou encore de Régis est semblable à celle de tant d'autres, jeunes ou adultes, ayant été fascinés un temps par l'univers pornographique jusqu'à la sortie de route. Une trajectoire souvent douloureuse qui a demandé une aide extérieure pour s'en sortir. La plupart du temps, quand les patients viennent me voir, ça fait 15-20 ans, très souvent, qu'ils sont addicts. Et donc, ils viennent persuadés
qu'ils ne vont jamais pouvoir vraiment totalement s'en sortir. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que véritablement on peut s'en sortir de cette addiction. Il faut de la volonté et des réponses spécifiques. Il faut avoir des intervenants formés. Il faut des psychologues qui connaissent comment fonctionne l'addiction sexuelle, comment fonctionne la pornographie, comment fonctionne la santé mentale en lien avec la pulsionalité, la sexualité, etc. Je voulais vraiment dire qu'il y a beaucoup d'espérance et que les personnes avec addiction à la pornographie s'en sortent. La consommation de pornographie a donc un impact sur la vie personnelle de ceux qui en deviennent dépendants. Mais son impact ne se limite pas là. Elle atteint aussi la vie affective et sexuelle de ceux qui en consomment durablement. Les sexologues constatent ainsi de plus en plus de troubles liés à la surconsommation de pornographie, comme la dysfonction érectile, l'éjaculation précoce chez les hommes, le vaginisme chez les femmes ou l'angoisse de performance, la perte du désir pour son ou sa partenaire et même la peur, voire la fuite de la relation sexuelle elle-même. We Are Lovers a rencontré Thérèse Argot, thérapeute de couple et sexologue, auteure du livre « Tout le monde en regarde, ou presque ». Il n'y a rien de bon dans le porno. On n'a pas besoin de regarder de la pornographie pour avoir une vie sexuelle épanouie. Au contraire, ça va venir déformer notre vie sexuelle de couple. Est-ce qu'on s'aime plus ? Est-ce qu'on s'aime mieux en regardant du porno en couple ? C'est ça la question à se poser et la réponse, c'est non. La pornographie, c'est un support sexuel de consommation qui va rendre le sexe un produit de consommation et non pas une expérience relationnelle. En prenant du recul, je me suis dit, mais normalement, une relation sexuelle, c'est censé être un partage. C'est pas censé être une performance avec une pression sur le fait d'avoir toutes les capacités, les compétences nécessaires pour satisfaire l'autre. C'est une vision que la vidéo pornographique fait naître, en fait, chez la personne qui la regarde. Aujourd'hui, la pornographie est devenue la norme en termes de sexualité. Si chez les garçons, regarder du porno est devenu un rite de passage vers l'âge adulte, plus largement, la pornographie impose ses codes aux jeunes, qui imitent le modèle pornographique. C'est ce que constate un thérapeute, Guilhem de Jevigné, et une comédienne, Clémence de Vimal, en couple depuis quelques années. Ils interviennent en éducation à la sexualité en milieu scolaire. D'après eux, la sexualité des jeunes est profondément influencée par la pornographie. Moi, je sens énormément la peur chez les filles, de ne pas être aimée comme on est. Et donc, si pour être aimée comme je suis, il faut que je me mette dans telle position, il faut que je consente à accepter tel acte, bah du coup, je vais le faire parce que j'ai trop peur de ne pas être aimée. Pour les gars, il y a une recherche effrénée de performance. Réussir à avoir de la satisfaction et de donner satisfaction le mieux possible. On a cette image de la pornographie où forcément les sexes qu'on voit, ça ressemble pas à des sexes dans la réalité. Et les performances qu'ils font, ça ne correspond pas, etc. Ça va quand même venir nous affecter après quand on va avoir des relations. On va chercher à faire plaisir à l'autre et puis on va être déçu parce que, attends, elle crie moins fort que dans les films, je comprends pas pourquoi. Et attends, pourquoi dans les films ils font 30 minutes et que moi, 10 minutes déjà, c'est compliqué. Ce qui va être compliqué chez les adolescents que je rencontre, c'est qu'ils ne se laissent même plus la possibilité d'imaginer que la sexualité pourrait être différente, qu'elle pourrait être plus sensuelle, qu'elle pourrait être plus relationnelle, qu'elle pourrait être plus amoureuse. Ils baignent tellement dans cette culture pornographique que c'est devenu la normalité. Oui, mais alors, si le porno n'est pas la référence en termes de sexualité, y en a-t-il seulement une ? Quelle alternative à la pornographie pour apprendre la sexualité ? Comment faire cohabiter sexualité, amour et tendresse à l'heure de la pornographie digitale ? On passe des années assis sur une chaise devant un bureau à apprendre des trucs. Et l'amour et le sexe, on n'apprendrait pas. Comme si ce serait spontané, naturel, etc. Et oui, quand on leur dit l'amour et la relation sexuelle s'apprend, mais que nous on l'a découvert tard, ça effectivement c'est libérateur. Parce que juste c'est libérateur. C'est bon. La notion de performance, du coup, elle vacille. C'est une chose que j'ai découverte avec mon mari et qui a changé notre relation. C'est de comprendre que c'est la relation qui guérit. À quoi ça sert d'avoir des rapports sexuels ? Ça sert à faire l'amour, à augmenter le lien entre deux personnes. Nous sommes des êtres de relation. On est fait pour être en relation. Et toute notre sexualité, elle nous montre qu'on est fait pour être en relation avec d'autres. Donc c'est la relation qui doit être au cœur
de la sexualité et la relation vraiment qui a pour but de aimer et de se sentir aimé. Pour se libérer du porno, une seule solution, l'amour. Donc, si la pornographie impacte la vie des consommateurs jusque dans leurs relations, quelles sont ses conséquences à l'échelle d'une société qui en consomme massivement ? Les sociologues parlent de la pornographie comme un produit culturel de masse. Un produit culturel, c'est un produit qui modifie la vision, la manière de vivre, de penser, de ressentir des individus. L'objectif de la pornographie n'est pas d'expliquer aux enfants comment on fait les bébés. L'objectif n'est pas non plus de leur expliquer comment bien faire l'amour, comment être heureux, heureuse dans leur vie amoureuse, dans leur vie sexuelle. L'objectif de la pornographie, c'est de se faire un maximum d'argent. On a une industrie ultra puissante qui cherche à faire du profit sur le dos d'enfants, de collégiens ou de lycéens. Et ceux qui sont les propriétaires de ces grosses plateformes de vidéos illimitées savent parfaitement qu'un pourcentage très important de consommateurs sont des adolescents. Ils le savent. J'ai pu parler avec certains, ils le savent très très bien. Et oui, ce n'est un secret pour personne. En 2023, avoir accès à de la pornographie gratuite est un jeu d'enfant. Il suffit d'un seul clic sur un pop-up pour entrer sur ces sites, sans aucune vérification de l'âge de celui qui s'y connecte, alors même qu'un article du Code pénal, le 227-24, interdit de montrer de la pornographie aux mineurs. Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, un message à caractère pornographique est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. We Are Lovers a rencontré Paul Nafilian, un avocat pénaliste, pour éclairer cette situation paradoxale. Tout site pornographique qui met sur son site des vidéos où on a par exemple des simulations de viol, d'agressions sexuelles ou des actes qui sont indignes pour la personne humaine, qui simplement se contentent d'un pop-up « oui j'ai 18 ans » ou « non j'ai 18 ans », sont en infraction, mais ne sont jamais poursuivis. La seule façon de protéger notamment les mineurs, c'est d'appliquer les dispositions de l'article 227-24, c'est-à-dire de faire en sorte vraiment que des mineurs ne puissent pas avoir accès, en se baladant sur Internet, à du contenu pornographique. Le problème avec la pornographie, c'est que la pornographie est le produit de consommation par excellence. On peut le retrouver partout à tout moment, ils peuvent se connecter dans le silence et le secret et l'anonymat, ils n'ont pas du tout à dépenser de l'argent. La problématique de la pornographie, surtout, c'est son accès. Avoir accès aussi facilement aux sites pornographiques pose un vrai problème au vu du contenu qu'ils diffusent. Rappelons-le, 90% des scènes comportent de la violence, souvent réelle et non simulée, et sont donc pénalement répréhensibles. Selon le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, Pornocriminalité, mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique, on trouve sur ces sites un ensemble de pratiques humiliantes et dégradantes, contraires à la foi, à la dignité humaine et à la loi française. Chez les consommateurs, l'impact est réel. Des études ont montré une corrélation entre la consommation de pornographie et la montée des comportements violents vers les femmes. Toujours selon le rapport du HCE, la consommation massive dès le plus jeune âge renforce la culture du viol, banalise et augmente la violence sexuelle. Le problème, c'est quand la consommation de contenu pornographique finit par toucher un public qui n'est pas armé pour, qui est beaucoup trop jeune pour visionner des choses qu'elle ne comprend pas et qui vont détériorer leur conception de vie sexuelle et avoir des incidences sur la société en termes de violence, sexisme et autres. Les juges de l'enfance sont alarmés par l'augmentation de violences sexuelles entre mineurs. L'hypothèse est que les mineurs s'inspirent de la pornographie. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a des pratiques qui peuvent altérer l'ordre social, comme par exemple le sexe en groupe, qui s'inspirent de la pornographie et qui sont en train de se développer de manière massive entre adolescents. Donc, on retrouve quand même un impact de cet usage de pornographie qui peut devenir compulsif dans l'ordre social et dans l'ordre public. Perturbant même l'ordre social, la pornographie est devenue en 20 ans un sujet de société sur lequel il n'est plus possible de fermer les yeux. Si la consommation de pornographie a des conséquences à long terme au niveau personnel, relationnel et sociétal, elle pose aussi des questions sur bien d'autres sujets qui mériteraient d'être développés,
Par exemple, l'éducation au consentement, les violences sexuelles ou encore la non-régulation de l'industrie pornographique. Ces multiples effets nous interrogent. Saurons-nous répondre, chacun à notre niveau, aux défis que nous pose la pornographie ? On doit ne plus voir les sujets de sexualité comme des sujets tabous. Et il faut en parler davantage avec les jeunes. Les jeunes sont influençables, mais sont aussi capables de discernement. Pour pouvoir faire de la prévention, il faut repérer qu'un objet ou qu'un support est à risque. Il faut du courage, des forces politiques, des pouvoirs politiques, qui puissent dire, voilà, on va prendre au sérieux ce problème, et qui donnent des réponses, qui donnent des financements aussi, pour développer tous ces terrains-là. Il faut que ça cesse d'être un tabou, et qu'on voit vraiment les problèmes que ça pose au niveau de la santé publique. Parce que c'est un problème de santé. Aujourd'hui, on s'entend plus ou moins pour dire que ça pose problème chez les enfants, les collégiens, les lycéens. Mais est-ce qu'on va enfin voir la vérité en face, que la pornographie est un immense problème pour les adultes ? À l'heure où je vous parle, on est en 2023, on se donne rendez-vous dans quelques années et vous allez trouver ça complètement démodé comme discours parce que tout le monde aura pris conscience que ça pose problème et on se demandera comment était-il possible qu'en 2023 encore, la pornographie soit en libre service.